Ma famille m'a banni du mariage de ma sœur. Nous avons besoin des sièges, a dit ma mère. Alors j'ai fui en Norvège et je l'ai laissé s'effondrer. Ils ont imploré mon aide. Mais j'étais déjà parti. J'ai 32 ans et, d'aussi loin que je puisse m'en souvenir, mon existence entière a été définie par les dégâts que je peux nettoyer pour les autres. Je travaille comme archiviste en chef dans un éminent musée d'histoire du centre-ville de Boston. Ma vie professionnelle est un sanctuaire d'ordre. Mes journées sont consacrées à organiser méticuleusement le chaos, à préserver les choses fragiles qui comptent vraiment et à ranger des siècles d'histoire complexes dans des boîtes soignées, facilement compréhensibles et à température contrôlée. Je m'épanouis dans la logique. J'ai soif de stabilité. Je trouve un profond réconfort dans le fait que, dans un musée, chaque chose a sa place légitime et une étiquette qui explique sa valeur exacte. Mais ma famille a toujours été un désordre total. Je me souviens distinctement d'un mardi après-midi précis, environ un an avant même que tout le fiasco du mariage ne commence, qui résumait parfaitement toute notre relation. J'étais à quatre pattes au milieu de l'appartement huppé de Brianna, en train de frotter une énorme et mystérieuse tache de vin rouge sur son cher tapis beige. Elle avait organisé un dîner très agité la veille, s'était retrouvée complètement dépassée par la zone de catastrophe qui en résultait dans sa cuisine et son salon, et m'avait naturellement appelé en pleurs hystériques à 7 heures du matin. Sans hésitation, j'avais pris une demi-journée de congé au musée, perdant de précieuses heures de mon propre travail pour venir la secourir de ses propres conséquences. Ma mère, Martha, est passée pendant que je portais mon 3e seau d'eau. Je frottais plus fort le tapis, me mordant l'intérieur de la joue jusqu'à ce que je goûte littéralement le sang. C'était moi qui transpirais dans de vieux pantalons de yoga délavés, les mains à vif à cause du nettoyant chimique. Mais Brianna, prélassée sur son canapé en velours et faisant défiler machinalement l'écran de son téléphone, était celle qui recevait la sympathie. Mon père, George, était également là. Il était venu réparer un robinet de salle de bain qui fuyait, ce qu'il a fait dans un silence lâche et absolu. C'était un homme qui évitait les conflits familiaux comme si c'était une maladie en phase terminale. Si ma mère était l'ouragan qui remodelait constamment le paysage de notre famille, mon père était un abri souterrain bien rodé. Il n'a jamais pris ma défense. Il s'est contenté de serrer une clé anglaise, de hocher poliment la tête et de s'effacer dans le décor. C'était notre normalité. Brianna créait le désordre. En regardant en arrière avec la clarté que j'ai maintenant, l'exploitation financière et émotionnelle a commencé bien avant que Brianna ne rencontre son futur mari. Ce fut un processus lent, insidieux et rampant que j'ai normalisé simplement parce que je l'aimais et que je voulais qu'elle soit heureuse. Lorsque Brianna était au lycée et que j'étais à l'université, essayant de construire ma propre vie, mon téléphone sonnait inévitablement à 2 heures du matin. Ce n'était jamais un appel pour me demander comment se passaient mes examens, si je me faisais des amis ou si j'étais heureuse. C'était toujours une crise qui exigeait mon travail émotionnel immédiat. Un garçon de sa classe de biologie lui avait brisé le cœur, ou elle avait complètement oublié de faire un énorme projet d'histoire à rendre le lendemain même. Je restais assise dans ma petite chambre d'étudiante, fatiguée jusqu'aux os, me frottant les yeux brûlants sous la lumière fluorescente dure et bourdonnante, et je passais 3 heures à la calmer de ses crises de panique dramatiques. J'ai écrit pas moins de 3 de ces dissertations d'admission à l'université à partir de 0. Je justifiais cette violation massive des limites en me disant que j'étais naturellement une meilleure écrivaine, et que je voulais juste désespérément qu'elle réussisse. Lorsque Brianna a été miraculeusement acceptée dans une université très prestigieuse et coûteuse, mes parents ont organisé un énorme barbecue dans le jardin pour célébrer son génie. Pendant la fête, alors que tout le monde portait un toast à l'avenir brillant de Brianna, ma mère m'a prise à part dans la cuisine, loin des invités. Elle avait l'air incroyablement stressée, se tordant les mains manucurées, jouant le rôle de la mère débordée et sacrifiée. Je venais de commencer mon premier vrai travail au musée. Je gagnais un salaire de débutante incroyablement modeste, je vivais dans un petit appartement plein de courants d'air avec 3 colocataires désordonnés et je mangeais des nouilles instantanées bon marché au dîner au moins 4 soirs par semaine juste pour joindre les deux bouts. Mais j'ai regardé les yeux suppliants et désespérés de ma mère, puis j'ai regardé par la fenêtre de la cuisine Brianna, riant joyeusement avec ses amis dans le jardin, tenant un gobelet en plastique de punch comme si c'était un trophée. « Je vais aider », ai-je dit, les mots s'échappant avant que je ne puisse les arrêter. « Je vous enverrai 500 € chaque mois. » Pendant 4 années entières, j'ai subventionné silencieusement et consciencieusement les études universitaires coûteuses de ma sœur. J'ai renoncé à des voyages le week-end avec mes propres amis.
Je portais des pulls d'occasion et j'allais au travail à pied dans la neige parce que je ne pouvais pas me payer une voiture. Je n'ai jamais soufflé mot de cet arrangement à Brianna, car ma mère insistait sur le fait que cela gâcherait son expérience universitaire de se sentir coupable à propos de l'argent. Chaque fois que Brianna avait besoin d'argent liquide supplémentaire pour une robe de soirée élégante ou un voyage à Miami, elle venait directement à moi, contournant complètement nos parents. J'étais devenu son distributeur automatique personnel, illimité et sans intérêt. Je pensais sincèrement que je construisais un lien de sororité indestructible. Je pensais que, lorsque le moment viendrait, elle ferait de même pour moi. Tout dans notre dynamique familiale est passé à une vitesse supérieure, entièrement nouvelle et terrifiante, au moment où Brianna a rencontré Nathaniel. Nathaniel était littéralement tout ce dont ma mère avait toujours rêvé pour son bel enfant chéri. Il venait d'une famille riche, très ancienne et bien établie. Sa famille possédait une énorme société d'investissement farouchement prospère. Ils avaient une vaste propriété d'été sur la côte et évoluaient dans des cercles sociaux d'élite qui faisaient presque hyperventiler ma mère d'excitation et de désespoir de s'y intégrer. Ils sont sortis ensemble pendant exactement 11 mois tourbillonnants avant que Nathaniel ne la demande en mariage. La nuit où Brianna s'est fiancée, elle a évité la maison de nos parents et est venue directement dans mon petit appartement. Elle rayonnait, vibrant littéralement d'une excitation maniaque alors qu'elle me poussait sa main gauche sous le nez. À la seconde où elle me l'a demandé, j'ai souri si fort que mon visage m'a physiquement fait mal. J'ai ressenti une lueur dorée, chaleureuse et grandissante au centre de ma poitrine. Demoiselle d'honneur. C'était la validation ultime de toutes mes années de service silencieux. Cela signifiait que j'étais vraiment sa personne. Je lui ai dit sur le champ que je ferais absolument tout. J'ai promis d'organiser agressivement le cortège nuptial, de négocier obstinément avec les fournisseurs, de planifier l'ultime voyage d'enterrement de vie de jeune fille dans un endroit incroyable et de m'assurer que son grand jour soit absolument sans faille. Mais le changement notable s'est produit presque immédiatement après cette nuit-là. Dès que les amis de Nathaniel, des femmes grandes et parfaitement manucurées qui travaillaient dans des cabinets de relations publiques d'élite ou qui n'avaient pas besoin de travailler du tout, ont commencé à venir, Brianna a commencé à se transformer en quelqu'un d'autre. Elle a complètement arrêté de porter ses vêtements confortables et excentriques et a commencé à s'habiller exclusivement avec des pulls en cachemire coûteux au ton neutre. Elle a commencé à imiter le rire retenu, poli et haletant. Lorsque j'ai essayé avec enthousiasme de lui montrer un épais classeur que j'avais mis 2 semaines à préparer, rempli de compositions florales créatives et économiques, elle l'a regardé comme s'il était couvert de déchets toxiques. « Oh, Val, c'est tellement gentil de ta part », a-t-elle dit, repoussant doucement le lourd classeur avec un doigt manucuré. Mais la mère de Nathaniel engage un concepteur floral sur mesure de New York. Nous mettons des milliers d'orchidées importées. J'ai ravalé ma déception et je suis passé à autre chose. Je me suis dit qu'il était parfaitement normal qu'une jeune mariée se laisse emporter par le fantasme de la richesse, surtout quand sa future belle famille payait. Le premier véritable coup tangible porté à mon cœur est arrivé exactement 3 mois après le début du processus intense de planification du mariage. Brianna m'a envoyé un message un mardi pour me demander de la retrouver pour prendre un café dans un établissement chic et ridiculement prétentieux du centre-ville, le genre d'endroit avec des chaises en velours qui facturent 8 € pour un simple café au lait glacé. Je suis arrivé avec 20 minutes d'avance, ressentant une immense vague de fierté protectrice et fraternelle. J'avais apporté mon épais carnet de planification, complètement prête à affronter n'importe quelle crise à laquelle elle était confrontée. Peut-être que le traiteur avait soudainement fait faux bond. Ou peut-être qu'elle avait désespérément besoin de mon aide pour décider entre l'ivoire, la crème et la coquille d'œuf pour les nappes en lin importées. Elle est entrée avec 25 minutes de retard, portant un élégant manteau de créateur que je n'avais jamais vu auparavant et une paire de lunettes de soleil qui coûtaient probablement plus cher que mon loyer mensuel. Elle a commandé une boisson complexe au matcha qui n'était pas sur le menu, s'est assise en face de moi et a complètement évité d'établir un contact visuel. Elle jouait constamment avec son énorme bague de fiançailles, la tournant nerveusement autour de son doigt tout en regardant le serveur au lieu de moi. Alors, a-t-elle commencé, la voix anormalement brillante et d'une octave entière plus aiguë que sa voix parlée normale. J'ai parlé sans fin avec Nathaniel et sa mère, Madame Sterling, et nous avons discuté de la logistique du cortège nuptial. Génial, ai-je dit, ouvrant avec empressement mon carnet à une nouvelle page. J'ai en fait une liste soigneusement sélectionnée de boutiques de robes que nous pouvons aller voir ce week-end. J'ai trouvé un endroit qui fait des choses incroyables. J'ai senti un picotement froid et redoutable à l'arrière de ma nuque. Les poils de mes bras se sont dressés. Que veux-tu dire, Brianna ?
Eh bien, a-t-elle soupiré lourdement, comme si je l'obligeais à expliquer des mathématiques simples à un enfant. La sœur de Nathaniel, Victoria, est juste. Elle est très profondément connectée dans leur communauté. Et comme ses parents paient la grande majorité de la réception et du lieu, ils ont gentiment suggéré qu'il serait beaucoup plus logique que Victoria soit la demoiselle d'honneur. C'est purement cérémoniel, vraiment. C'est juste pour les photos du magazine et l'apparence sociale. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing physique dans le ventre, me coupant littéralement le souffle. Victoria. La sœur de Nathaniel était une femme froide, arrogante et totalement snob qui avait adressé exactement 10 mots à Brianna depuis qu'ils avaient commencé à sortir ensemble. Et la plupart de ces mots étaient des critiques sur les chaussures de Brianna. Mais tu me l'as demandé à moi, ai-je dit, ma voix dépassant à peine un murmure rauque, essayant désespérément de ne pas faire de scène dans le café calme. Tu m'as regardé dans mon salon et tu as dit que tu ne pouvais pas faire ça sans moi. J'ai toujours besoin de toi, a insisté Brianna bruyamment, se penchant en avant et serrant ma main plus fort. Tu es absolument toujours une demoiselle d'honneur. Bien sûr, j'ai juste besoin que tu sois mature et compréhensive à ce sujet. C'est littéralement juste un titre, Val. N'en fais pas toute une histoire dramatique. Nous devons garder ses parents heureux pour qu'ils continuent à signer les chèques. N'en fais pas toute une histoire. Elle réécrivait notre histoire sans effort, minimisant instantanément une promesse profonde qui signifiait absolument tout pour moi. Je l'ai regardée, cherchant désespérément la petite sœur pour qui je faisais les devoirs tard le soir, la fille terrifiée qui pleurait. J'ai ravalé l'énorme et douloureuse boule dans ma gorge. J'ai forcé un grand faux sourire parce que rendre les choses faciles et confortables pour Brianna était mon paramètre par défaut, tragique et profondément enraciné. D'accord, ai-je menti, ma voix sonnant creux. Je comprends. C'est logique. Elle a laissé échapper un énorme soupir de soulagement théâtral, lâchant instantanément ma main et changeant de sujet pour parler de ses projets de lune de miel luxueuse en Grèce. Elle n'a même pas remarqué que je n'avais pas pris une seule note dans mon carnet pendant le reste de cette réunion angoissante. Accepter la rétrogradation humiliante au rang de simple demoiselle d'honneur d'arrière-plan a été incroyablement douloureux, mais j'étais obstinément déterminé à lui prouver ma valeur indéniable. Je pensais que si je travaillais simplement 2 fois plus dur, si j'étais 10 fois plus utile, il finirait par se rappeler exactement pourquoi j'étais importante pour cette famille. J'ai commencé à envoyer frénétiquement à Brianna des liens soigneusement sélectionnés vers des photographes indépendants spécialisés dans les superbes éclairages naturels. Je suis resté éveillé tard pour rechercher des boulangeries locales qui pourraient faire le gâteau élaboré à plusieurs étages qu'elle voulait sans facturer la marge ridicule que les fournisseurs du club privé exigeaient. Pendant 4 semaines consécutives, j'ai envoyé des messages attentionnés, des courriels détaillés et des tableaux Pinterest méticuleusement organisés. Les réponses que j'ai obtenues en retour étaient atrocement rares, froides et dédaigneuses. Merci. Je regarderai quand j'aurai le temps. Victoria a en fait déjà réservé quelqu'un pour ça. Trop occupée pour vérifier en ce moment. La mère de Nathaniel a besoin de moi. J'avais l'impression d'être debout dans une pièce vide, criant dans le néant. Puis vint le fameux dîner du dimanche chez mes parents en banlieue. Brianna était remarquablement absente. Elle était actuellement à un brunch exclusif avec toute la famille élargie de Nathaniel. J'aidais tranquillement ma mère à débarrasser les lourdes assiettes en céramique de la table à manger. Son téléphone intelligent, posé face vers le haut sur l'îlot de cuisine en granit, n'arrêtait pas de bourdonner à plusieurs reprises, vibrant si fort qu'il se rapprochait du bord du comptoir. « Maman, ton téléphone explose complètement », ai-je dit, m'approchant pour le lui donner avant qu'il ne tombe. Au moment où j'ai ramassé le téléphone, le grand écran s'est illuminé avec une notification brillante. C'était un groupe de discussion WhatsApp très actif. Le nom du groupe en haut était le jour de rêve de Brianna, suivi d'un petit emoji d'étincelle dorée. Juste en dessous du nom, en texte plus petit, il était écrit 15 participants. Je me suis figé complètement. Mon sang s'est glacé. J'ai fixé intensément l'écran lumineux alors qu'un autre message enthousiaste de notre tante Suzanne apparaissait. Les serviettes en soie importées sont un must absolu pour l'heure du cocktail. 15 participants. Ma mère, toutes mes tantes, les nouvelles amies riches de Brianna et Victoria. 15 personnes coordonnaient activement et quotidiennement les détails complexes du mariage de ma propre sœur, et j'avais été complètement laissé dans l'ignorance. Ma mère s'est pavanée dans la cuisine, s'essuyant nonchalamment les mains sur un torchon à fleurs. Elle a immédiatement compris. Oh,
cette vieille discussion idiote, a-t-elle dit, s'avançant doucement, arrachant le téléphone directement de mes mains et le glissant au fond de sa poche. Ce n'est vraiment pas de quoi t'inquiéter, Valérie. C'est juste un endroit pour que les filles fassent des commérages et partagent des photos de robes idiotes. Ce sont surtout les amis de Victoria qui parlent de leur régime fou. Tu détesterais absolument être là-dedans. Tu sais exactement comment tu es à propos des choses superficielles. Vous avez un groupe actif de planification de mariage avec 15 personnes et vous n'avez délibérément pas inclus sa propre sœur, ai-je demandé, la voix tremblante à tel point que j'ai dû m'agripper au bord du comptoir. Oh, s'il te plaît, ne sois pas si excessivement dramatique, Valérie, a soupiré ma mère lourdement, me tournant le dos pour remplir bruyamment le lave-vaisselle. Nous savions juste à quel point tu es incroyablement occupé dans ce musée poussiéreux. Nous ne voulions pas t'accabler avec des détails triviaux et ennuyeux. De plus, tu as des goûts si. Eh bien, uniques. Brianna recherche une ambiance très classique, très élégante, très haute société. Nous ne voulions tout simplement pas que tu te sentes déplacé ou embarrassé. C'était le niveau ultime de la manipulation psychologique. Elle m'excluait activement et, dans le même souffle, essayait de me convaincre que c'était pour mon propre bien tout en insultant simultanément mes goûts personnels et ma carrière. J'ai quitté la maison ce soir-là en me sentant complètement vide, comme si quelqu'un m'avait creusé les entrailles avec une cuillère rouillée. La guerre psychologique de ma famille s'est considérablement intensifiée au cours du mois épuisant qui a suivi. Chaque fois que je voyais ma mère, elle avait un tout nouveau commentaire passif-agressif, complètement chargé et prêt à faire feu sur moi. Nous étions à un déjeuner de famille décontracté quand elle s'est soudainement arrêtée de manger, m'a regardé et a incliné la tête de manière très critique. « Valérie, ma chérie, manges-tu toujours du pain avec tes repas ? Tu sais, les robes de demoiselle d'honneur que Victoria a choisies sont en soi incroyablement moulantes. Nous ne voudrions tout simplement pas que tu te sentes flasque ou complexé à côté des autres filles sur les photos. Elles sont toutes si merveilleusement menues et disciplinées. » Une autre fois, elle m'a coincé dans le couloir et a suggéré avec désinvolture que je me teigne complètement les cheveux. Ton brun naturel est juste un peu terne et fadasse en ce moment, tu ne trouves pas ? Toute la palette de couleurs de Brianna est phare à joues, crème et champagne. Nous avons vraiment besoin que tu aies l'air vibrante et soignée, pas délavée et fatiguée comme tu le fais d'habitude. Comme une idiote absolue, j'ai encaissé les insultes atroces. J'ai immédiatement arrêté de manger des glucides, m'affamant pendant des semaines. J'ai dépensé 300 € que je n'avais pas dans des traitements capillaires coûteux en salon. Je me pliais pratiquement en quatre, essayant désespérément de me mouler dans n'importe quelle forme d'arrière-plan acceptable qu'ils exigeaient pour l'esthétique irréprochable de Brianna. Puis est arrivé le dernier vendredi dévastateur du mois. Je venais de terminer une période de travail brutale et abrutissante de 10 heures aux archives. Je me suis assis seul sur mon canapé délavé, complètement épuisé jusqu'aux os, et j'ai ouvert machinalement l'application Instagram sur mon téléphone pour décompresser. La toute première photo qui s'est chargée sur mon fil d'actualité venait de notre jeune cousine Émilie. C'était une photo hautement professionnelle, brillamment éclairée et parfaitement retouchée d'une fête massive et somptueuse. Il y avait d'imposantes arches de ballon. La légende en dessous disait « La fête prénuptiale la plus magique et absolue pour notre belle Brianna ». Un immense merci à l'incroyable famille de Nathaniel pour avoir accueilli cette journée parfaite dans leur domaine. J'ai lentement fait défiler tout le carrousel de 10 photos, mon cœur battant si furieusement dans mes oreilles qu'il sonnait comme un tambour. Ma mère était là, riant avec une coupe de champagne. Toutes mes tantes étaient là. Victoria se tenait juste à côté de Brianna, lui tenant fermement la main. Absolument chaque parente, amie et connaissance féminine était là, souriant pour l'appareil photo. On ne m'avait même pas dit que l'événement avait lieu. Pas un murmure. Pas une invitation, pas même une réflexion après coup. Je n'ai pas pleuré. La trahison était si profonde, si absolue que j'avais complètement dépassé le stade des larmes. J'étais fondamentalement trop furieuse pour pleurer. J'ai attrapé mon téléphone avec des mains tremblantes et j'ai composé agressivement le numéro de ma meilleure amie, Morgane. Morgane est une coordinatrice d'événements professionnels, une femme dure, farouchement loyale et pragmatique qui me disait depuis 10 bonnes années que ma dynamique familiale était profondément toxique. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. « Val, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu as une voix bizarre. » Ils lui ont organisé une énorme fête prénuptiale, ai-je dit, la voix étrangement calme, dépourvue de toute émotion. Aujourd'hui, une énorme au domaine des Sterling.
Je viens de l'apprendre en regardant l'Instagram d'Emily. Morgane est restée silencieuse pendant un long moment. J'ai fixé le mur de mon appartement. Je savais que Morgane avait absolument raison. Le brouillard lourd et étouffant de l'obligation familiale aveugle qui avait obscurci mon cerveau pendant 32 ans commençait enfin à se dissiper, laissant derrière lui une colère froide, aiguë et terrifiante. J'en avais complètement fini de trouver des excuses à des gens qui ne traverseraient même pas la rue pour moi. L'opportunité parfaite pour une confrontation massive s'est présentée exactement 3 jours plus tard, lorsque mes parents m'ont convoqué à l'improviste pour un dîner de famille obligatoire en milieu de semaine. Habituellement, dans notre maison, les dîners en milieu de semaine étaient strictement réservés aux annonces majeures ou aux crises familiales graves. J'ai conduit jusqu'à leur grande maison de banlieue avec ma garde émotionnelle complètement levée, préparant mon esprit à la toute nouvelle humiliation qu'ils avaient méticuleusement planifiée pour moi. Brianna était déjà là quand j'ai franchi la porte d'entrée, assise raidement à la grande table à manger en chaîne avec son ordinateur portable ouvert, ayant l'air incroyablement stressé et agacé. Mon père versait nerveusement du vin bon marché dans le coin, et ma mère s'affairait dans la cuisine, coupant agressivement des légumes avec beaucoup trop de force. La tension inexprimée dans la pièce était assez épaisse pour s'y étouffer. « Assieds-toi, Valérie. » Je me suis assise lentement. Mon père m'a rapidement tendu un verre de vin à moitié plein sans établir aucun contact visuel, se retirant dans l'ombre. « Val » a commencé Brianna de manière dramatique en fermant son ordinateur portable argenté avec un faux soupir appuyé. Nous devons vraiment te parler des plans du mariage. Les choses sont devenues complètement et totalement hors de contrôle. La famille de Nathaniel a tellement d'obligations corporatives strictes, et le lieu historique est incroyablement rigide quant à ses limites de capacité du code de prévention des incendies. Ma mère est intervenue instantanément, posant violemment un grand saladier en verre au centre de la table, tel un juge abattant un lourd marteau en bois. Ce que ta sœur essaie gentiment de dire, Valérie, c'est que nous avons dû faire des coupes absolument brutales et déchirantes dans la liste principale des invités. Nous n'avons tout simplement plus le budget massif ni l'espace physique au sol. Nous réduisons tout de manière drastique. Ce sera une réunion de famille très petite et très intime, pratiquement microscopique, juste la famille immédiate et les amis les plus proches. J'ai regardé l'une et l'autre, étudiant leurs expressions affligées parfaitement répétées. Qu'est-ce que cela signifie exactement pour moi, ai-je demandé, ma voix étant d'une platitude terrifiante. Est-ce que je perds officiellement mon invitation pour un accompagnateur? Non pas que j'avais quelqu'un de toute façon, mais je veux juste être clair sur les règles. Brianna a regardé ses genoux, refusant de croiser mon regard. Eh bien, c'est juste que nous donnons strictement la priorité aux personnes qui ont voyagé de très loin et aux contacts commerciaux cruciaux que le père de Nathaniel insiste absolument pour avoir là-bas pour l'image. Ils n'ont pas dit explicitement les mots exacts à ce moment-là, mais la lourde et étouffante implication flottait dans l'air comme une fumée toxique et empoisonnée. Ils préparaient activement le terrain. Ils le faisaient. Mais la véritable et dévastatrice vérité a éclaté exactement 48 heures plus tard, le vendredi après-midi. J'ai réalisé que j'avais accidentellement laissé mon manteau d'hiver coûteux préféré chez mes parents lors de cet horrible dîner tendu. Je savais pertinemment qu'ils étaient tous les deux au travail, alors j'ai utilisé avec désinvolture ma clé de secours pour entrer par la porte d'entrée, prévoyant juste de prendre le manteau dans le placard de l'entrée et de partir. Alors que je passais silencieusement devant la grande cuisine, quelque chose sur le comptoir a attiré mon attention. Sur l'îlot en granit, étalé juste à côté de la tablette de ma mère, se trouvait un tableur de plusieurs pages fraîchement imprimées. Le titre en gras tout en haut, mis en évidence de manière agressive avec un marqueur rose vif, disait « Décompte final du traiteur, approuvé pour le lieu ». Je savais que je n'aurais pas dû regarder, mais je me suis approché de l'îlot comme attiré par un aimant et j'ai laissé mes yeux scruter les longues colonnes organisées, rangée après rangée de noms. Les cousins lointains et obscurs de Nathaniel de Californie. Les bruyants copains de golf de mon père. L'agaçant professeur de yoga de ma mère. J'ai même vu le nom de l'ancienne colocataire d'université désordonnée de Brianna, une fille dont elle s'était plainte activement et amèrement pendant 4 années entières. J'ai tourné à la dernière page et j'ai fait défiler mes yeux vers le bas. Le nombre total final de personnes, imprimé en caractères gras et à l'encre rouge indéniable, était de 215. 215 personnes. C'était leur mariage microscopique fabriqué. C'était le rassemblement intime et restreint qui était si incroyablement à court d'espace et de budget. J'ai scanné frénétiquement la liste alphabétique, mon doigt descendant désespérément la colonne pour notre nom de famille.
Mes parents étaient là. Brianna et Nathaniel étaient là. Mon nom n'était nulle part sur la liste. J'ai vérifié à nouveau, ma vision se brouillant. J'ai vérifié la section des demoiselles d'honneur. J'ai vérifié la section des fournisseurs. Rien. J'avais été entièrement, délibérément et malicieusement effacé du plus grand événement de la vie de ma sœur. Ils organisaient un gala massif de 200 personnes pour des étrangers et des connaissances occasionnelles, et ils avaient banni de façon permanente la sœur qui avait littéralement payé les frais de scolarité de la mariée. Je suis resté complètement figé dans la cuisine silencieuse et vide, tenant ce morceau de papier accablant. Le décompte final du traiteur, 215 personnes. Mon nom n'y figurait nulle part. Le sol s'était dérobé sous mes pieds, remplacé par une caverne froide et creuse de prise de conscience. Pendant 32 ans, j'avais versé toute mon âme, mon compte en banque. Avant même que je ne puisse assimiler la profondeur insondable de la trahison, j'ai entendu la lourde porte vitrée coulissante à l'arrière de la maison s'ouvrir avec un grincement. Je me suis instinctivement baissé derrière le grand îlot de granit, serrant la liste des invités contre ma poitrine comme un bouclier. Ma mère rentrait du jardin, son téléphone fermement pressé contre son oreille. Je pouvais entendre le claquement sec de ses talons sur le parquet. « Oui, Victoria, je suis tout à fait d'accord », disait ma mère, son ton dégoulinant de ce miel complotiste d'une douceur écœurante qu'elle utilisait lorsqu'elle essayait d'impressionner quelqu'un d'un statut social supérieur. Le plan de table est absolument finalisé. Non, non, vous n'avez pas à vous inquiéter que Valérie gâche l'esthétique de la table d'honneur. Elle ne sera sur aucune des photos professionnelles. J'ai retenu mon souffle, pressant ma main sur ma bouche. Ma mère a laissé échapper un petit rire haletant qui m'a retourné l'estomac. Honnêtement, entre vous et moi, c'est pour le mieux. Vous savez comment est Valérie. Elle est tellement excentrique et socialement maladroite. Elle porte toujours ses horribles vêtements de friperie et refuse de se faire un vrai brushing. Elle aurait fait tâche à côté de vos charmantes demoiselles d'honneur. De plus, le père de Nathaniel a explicitement dit qu'il avait besoin de ces 4 sièges supplémentaires à la table 3 pour ses partenaires commerciaux de Londres. Nous devions simplement donner la priorité aux invités importants. Les sièges sont très chers. Vous comprenez? Les invités importants. Les sièges. C'était tout ce que j'étais pour eux. J'étais une équation mathématique qu'ils avaient résolue en biffant mon nom. Exactement, a ronronné ma mère dans le téléphone. Elle a fermé la porte du réfrigérateur, les bouteilles en verre à l'intérieur s'entrechoquant, et s'est pavanée hors de la cuisine en montant les escaliers de devant. Je suis resté accroupi sur le sol froid en carrelage pendant un long moment après son départ. Je n'ai pas pleuré. Le temps des larmes était révolu. Ce que j'ai ressenti à ce moment-là était bien plus puissant que de la tristesse. C'était une clarté absolue et glaciale. C'était comme si un lourd rideau avait été violemment arraché, exposant la machinerie laide et pourrissante de ma dynamique familiale. Ils ne m'aimaient pas. Ils aimaient ce que je pouvais faire pour eux. Et à la seconde où je suis devenu un handicap social, ils m'ont jeté sans la moindre once d'hésitation. Je me suis levé silencieusement, j'ai replacé la liste des invités exactement là où je l'avais trouvée, j'ai récupéré mon manteau d'hiver dans le placard de l'entrée et je me suis glissé par la porte d'entrée comme un fantôme. Le sommet absolu de leur audace est arrivé plus tard cette même semaine. Mes parents m'ont officiellement invité pour un brunch du dimanche. Ils l'ont présenté comme une réunion de famille décontractée, mais je connaissais le jeu maintenant. Je suis entré, je me suis versé une tasse de café noir et j'ai attendu que la représentation commence. Brianna et ma mère étaient assises en face de moi à la table de la terrasse, échangeant des regards nerveux. Mon père était, comme on pouvait s'y attendre, absent. Valérie, ma chérie, a commencé ma mère, tendant la main par-dessus la table pour tapoter la mienne. J'ai retiré ma main sous la table, laissant ses doigts manucurés saisir le vide. Elle s'est éclaircie la gorge sans être perturbée. Nous avons tellement pensé à toi et à la façon dont nous pouvions te faire sentir super incluse dans le grand jour de Brianna malgré les strictes restrictions budgétaires dont nous avons parlé. Oh, ai-je dit, la voix dangereusement neutre. Comment exactement? Brianna s'est penchée en avant, les yeux écarquillés par une fausse sincérité. Eh bien, puisque tu es si incroyablement organisée, nous avons pensé que tu serais la personne parfaite pour agir en tant que coordinatrice du lieu. Tu pourrais arriver à 7 heures du matin pour superviser les livraisons de fleurs, gérer la table du livre d'or à l'entrée et faire la liaison entre le personnel du traiteur et l'organisateur du mariage. Je l'ai fixé.
Tu veux que je travaille à ton mariage? Pas travailler, Val, a rapidement corrigé Brianna, l'air légèrement troublé. Juste superviser les choses parce que je te fais confiance plus qu'à n'importe qui d'autre. Et puis, pendant la réception, tu pourrais t'assurer que les parents âgés trouvent leur manteau et peut-être aider le personnel à ranger les centres de table à la fin de la nuit. Cela nous ferait économiser une fortune en frais d'heures supplémentaires. Et où serais-je assise exactement pendant cette réception, ai-je demandé en prenant une lente gorgée de mon café. Ma mère est intervenue, son sourire crispé et désespéré. Eh bien, évidemment, tu vas tellement courir partout. Tu n'auras pas vraiment le temps pour un repas formel. J'ai posé ma tasse de café sur la table en verre. Le tintement a résonné bruyamment sur la terrasse silencieuse. Ils voulaient que je sois leur servante non rémunérée. Ils voulaient que je gère l'événement, que je me cache dans la cuisine comme le personnel embauché et que je porte un uniforme pour ne pas gâcher leur esthétique de riche. Laissez-moi m'assurer que je comprends parfaitement, ai-je dit en me penchant en avant. Je ne suis pas assez bien, assez jolie ou assez riche pour assister réellement au mariage de ma propre sœur en tant qu'invité. Je ne suis pas autorisé sur les photographies, mais on attend absolument de moi que je me pointe à l'aube, que je gère vos fournisseurs, que j'organise vos amis riches et que je nettoie vos poubelles à minuit, tout cela gratuitement. Le visage de Brianna est devenu d'un rouge colérique et défensif. Tu déformes mes mots, Valérie. Tu fais toujours ça. Tu ramènes toujours tout à toi. Pourquoi ne peux-tu pas juste être heureuse pour moi et aider ta famille? J'ai passé 32 ans à aider cette famille, ai-je dit doucement, ma voix ferme et froide comme l'acier. J'ai écrit tes dissertations pour l'université. J'ai payé tes frais de scolarité. J'ai nettoyé tes dégâts. Et voici ma récompense. Être rétrogradé au rang de servante parce que je ne présente pas assez bien à côté de Victoria. Je me suis levé, repoussant ma chaise si fort qu'elle a crissé sur le béton de la terrasse. Valérie, assieds-toi immédiatement, a craqué ma mère, abandonnant complètement son numéro de douceur. Tu agis comme une enfant gâtée et jalouse. Non, ai-je dit en les regardant de haut. J'agis comme quelqu'un qui réalise enfin ce qu'elle vaut. Et c'est beaucoup plus que cela. Je suis sorti de la maison sans me retourner. Ce soir-là, assise seule dans mon appartement, mon adrénaline montait encore. J'ai ouvert mon ordinateur portable, désespéré de m'évader. Une publicité pour des vols vers Trom, en Norvège, est apparue sur mon écran. Elle montrait d'imposantes montagnes aux sommets enneigés, des fjords profonds et silencieux, et des cieux illuminés par les brillants rubans verts des aurores boréales. Cela avait l'air vaste, froid, magnifique et complètement vide de tout drame humain. Je n'ai pas réfléchi. J'ai simplement tapé les informations de ma carte de crédit. J'ai réservé un billet aller simple pour la semaine exacte du mariage de Brianna. Les semaines suivantes ont été un flou de préparation bizarre et libérateur. Au lieu de gaspiller mes week-ends à chercher frénétiquement une robe de demoiselle d'honneur étouffante et hors de prix, je commandais joyeusement des couches de base thermiques épaisses. Des chaussures de randonnée imperméables et une épaisse parka isolante conçue pour des températures inférieures à 0. Au lieu de supporter des appels téléphoniques interminables et angoissants concernant le linge de table et les plans de table, je faisais des recherches sur les schémas de migration des baleines à bosse et je mémorisais des phrases de base en norvégien. Mon appartement s'est lentement transformé d'un bunker déprimant de planification de mariage en un quartier général palpitant d'expédition arctique. Bien sûr, le secret de mon évasion n'a pas duré longtemps. Environ 2 semaines avant le mariage, Morgane a croisé par hasard ma mère dans une boulangerie locale et, sans aucun remords, a mentionné à quel point elle était enthousiaste pour ma prochaine aventure scandinave. En l'espace d'une heure, mon téléphone a commencé à exploser violemment de notifications. Le groupe de discussion familiale, qui avait été merveilleusement silencieux à mon égard pendant des mois, a soudainement ressuscité. « As-tu complètement perdu la tête ?» a texté ma mère, suivi de 4 émojis au visage rouge de colère. « Tu abandonnes sérieusement ta propre sœur la semaine la plus importante de sa vie pour aller regarder la neige. Qui va gérer les arrivées des fournisseurs? Qui va organiser le vestiaire? Annule le voyage immédiatement. » Brianna m'a appelé 12 fois de suite. Quand j'ai finalement répondu, sa voix était un hurlement hystérique et aigu. « Valérie, tu ne peux pas faire ça. C'est incroyablement égoïste. Victoria panique parce que nous n'avons personne pour coordonner le planning de la matinée. Tu ruines mon mariage. » Je pensais que c'était un rassemblement intime et microscopique, ai-je répondu doucement, m'adossant à mon canapé.
Sûrement que toi et les 15 personnes de ton groupe WhatsApp pouvaient réussir à accrocher des manteaux sans mon aide. Là n'est pas la question, et tu le sais, a-t-elle crié. Tu me dois cela. Tu es ma sœur. Tu m'as licencié de mon rôle de sœur il y a des mois, Brianna, ai-je dit calmement. Je ne suis plus que la domestique maintenant, et la domestique prend des vacances. J'ai raccroché le téléphone et j'ai immédiatement bloqué son numéro. Le jour de mon vol est enfin arrivé. C'était le jeudi précédant le mariage du samedi. J'ai traîné ma lourde valise dans l'aéroport international de Logan, ressentant une sensation de légèreté profonde et enivrante. Je n'avais jamais voyagé seul à l'international auparavant. Pour la première fois de toute ma vie d'adulte, personne n'avait besoin de moi, et je n'étais pas responsable de réparer les erreurs des autres. Alors que j'étais assise à la porte d'embarquement en attendant de monter à bord, sirotant un café d'aéroport tiède, mon téléphone a vibré une dernière fois. C'était un texto de ma tante Suzanne. « Valérie, s'il te plaît, appelle ta mère. La boutique a envoyé la mauvaise nuance de fard à joues pour les robes des demoiselles d'honneur, et le fleuriste vient de nous informer que les orchidées importées sont bloquées à la douane. Nous avons une crise massive ici. Nous avons besoin de tes compétences organisationnelles. » J'ai fixé l'écran lumineux. 6 mois plus tôt, un message comme celui-là aurait déclenché une crise de panique massive. J'aurais tout laissé tomber, j'aurais couru hors de l'aéroport et j'aurais passé les 48 heures suivantes à crier frénétiquement sur les fleuristes et les couturières jusqu'à ce que le problème soit résolu. J'ai regardé le message pendant un long moment. Puis j'ai souri, j'ai appuyé sur le bouton d'alimentation sur le côté de mon téléphone et j'ai sélectionné éteindre. L'écran est devenu complètement noir. Ils avaient voulu un mariage d'élite parfait sans moi. Maintenant, ils allaient obtenir exactement ce qu'ils avaient demandé. J'ai attrapé ma carte d'embarquement et j'ai marché dans l'avion, complètement prête à disparaître. Atterrir à Trom, en Norvège, m'a fait l'effet de poser le pied sur une autre planète. L'air à l'extérieur du petit aéroport était agressivement froid, si vif et perçant qu'il me brûlait presque le fond de la gorge, mais il sentait incroyablement bon. Il n'y avait pas de pollution, pas de bruit de circulation, pas d'humidité étouffante, juste la vaste étendue silencieuse de neige profonde et les eaux sombres et glacées de l'océan Arctique. J'ai pris une chambre dans un petit chalet en bois confortable niché juste au bord d'un immense fjord. Ma chambre avait une grande fenêtre en verre qui donnait sur l'eau, où des montagnes dentelées aux sommets enneigés s'élevaient violemment de la mer sombre. C'était d'une beauté à couper le soufflet, surtout, c'était complètement calme. Le deuxième jour, le vendredi précédant le mariage, j'ai réservé une petite excursion en bateau pour naviguer dans le réseau complexe de fjords. Il n'y avait que 6 autres personnes sur le bateau, principalement des touristes européens silencieux tenant d'énormes appareils photo. Je me tenais sur le pont en métal glacial, bien enveloppé dans mon épaisse parka, regardant d'énormes et anciens morceaux de glace bleue de glacier flotter silencieusement le long de la coque. Notre guide local, un grand Norvégien buriné nommé Lars, se tenait à côté de moi, versant du café noir fumant d'un thermos dans une petite tasse en fer blanc. Il a remarqué que je regardais intensément un énorme iceberg qui s'était récemment détaché du glacier principal. « C'est magnifique, oui », a demandé Lars, sa voix étant un grondement profond et réconfortant par-dessus le bruit du moteur du bateau. « C'est incroyable, ai-je admis, mon souffle formant un panache dans l'air glacial. Cela semble si permanent, comme si rien ne pouvait jamais le détruire. » Lars a gloussé doucement en secouant la tête. « Ah, mais il se détruit toujours lui-même. C'est la nature de la glace. Elle s'accumule pendant des siècles, devenant lourde et solide. Mais finalement, la pression devient trop forte. Les fondations s'affaiblissent et puis cela craque. » Il a montré du doigt une fissure massive dans le mur de glace au loin. Nous avons un dicton ici dans le nord. La glace fait le bruit absolument le plus fort juste au moment où elle se brise. Cela ressemble au tonnerre. C'est terrifiant, mais la rupture est nécessaire. Quand elle se brise, elle crée de l'espace pour que l'eau bouge, pour qu'une nouvelle vie se développe sous la surface. Parfois, les choses doivent se fracturer complètement avant de pouvoir guérir. Ces mots m'ont frappé avec la force d'un coup physique. La profonde sagesse de sa simple observation a résonné si profondément dans ma poitrine que j'en ai littéralement perdu le souffle. J'avais passé toute ma vie à essayer frénétiquement d'empêcher la glace massive et lourde de ma famille de se fissurer. J'avais comblé chaque fissure avec mon propre argent, mon propre temps et ma propre estime de moi. Mais la rupture était nécessaire.
J'avais besoin de les laisser voler en éclats pour pouvoir enfin avoir l'espace pour respirer. Cette nuit-là, bien après minuit, je me suis tenu seul sur une colline sombre et enneigée, loin des lumières de la ville. Le ciel au-dessus de moi était une toile d'un noir de velours profond. Soudain, un faible ruban lumineux d'un vert émeraude est apparu à l'horizon. Il a grandi rapidement, se déplaçant et dansant à travers les étoiles, s'épanouissant en teintes vibrantes de violet et de rose. C'étaient les aurores boréales. Je suis resté dans la neige glaciale à regarder le spectacle de lumière silencieux le plus spectaculaire sur Terre, et j'ai enfin commencé à pleurer. Je n'ai pas pleuré pour ma sœur ou ma mère ou le mariage que je manquais. J'ai pleuré pour la version plus jeune de moi-même. La fille qui avait essayé si désespérément d'acheter de l'amour avec de la servitude. Les larmes ont gelé presque instantanément sur mes joues, mais je n'avais jamais eu aussi chaud. J'étais enfin libre. Je me suis réveillé tard le lendemain matin. C'était samedi. Le jour officiel du mariage à Boston. J'ai passé la matinée à ignorer allègrement le décalage horaire, profitant d'un énorme et copieux petit déjeuner de saumon fumé, de pain chaud et de café fort dans la salle à manger du chalet. Le feu rugissait dans l'âtre en pierre, crépitant joyeusement. Vers midi, par pure curiosité morbide, j'ai finalement décidé de rallumer mon téléphone. Je l'ai branché sur le chargeur, j'ai retenu mon souffle et j'ai appuyé sur le bouton d'alimentation. Le téléphone a vibré si intensément et continuellement qu'il a failli vibrer hors de la table de nuit en bois. Il a fallu 3 minutes entières pour que toutes les notifications se chargent. J'avais 47 appels manqués, 82 messages textuels et 12 messages vocaux désespérés. J'ai ignoré les messages de ma mère et de ma sœur et j'ai immédiatement ouvert mon fil de discussion avec Morgane. En tant qu'organisatrice d'événements, Morgane avait promis de garder l'oreille tendue grâce à ses contacts dans l'industrie et de me donner la glorieuse vérité sans filtre de ce qui se passait. Morgane m'avait envoyé une chronologie minute par minute de l'apocalypse en cours. Val, tu ne vas pas croire ça. Le premier texto du vendredi soir disait « Une énorme tempête d'automne anormale vient de frapper la côte. La bibliothèque historique qu'ils ont réservée vient de perdre tout son courant. Leur générateur de secours est tombé en panne. Ils se débattent dans le noir pour essayer de trouver un éclairage d'urgence. » Le texto suivant est arrivé quelques heures plus tard. Mise à jour sur les robes. La boutique a envoyé les mauvaises tailles. La robe de Victoria est de taille trop petite et elle refuse littéralement de sortir de la salle de bain. 3 autres demoiselles d'honneur ont des robes qui sont 3 pouces trop courtes. Brianna crie sur tout le monde. Les textos du samedi matin étaient encore meilleurs. Le chef de l'entreprise de restauration sur mesure vient de partir. Il a littéralement mis ses couteaux dans son sac et il est parti. Apparemment, Brianna lui a crié dessus parce que les amuse-gueules au canard fumé n'étaient pas dressés de manière assez symétrique, et elle l'a traité d'incompétent devant le père de Nathaniel. L'entreprise de restauration a retiré tout son personnel. Ils n'ont actuellement aucune nourriture pour 215 personnes, et la cérémonie commence dans 4 heures. J'étais assise sur mon lit moelleux et confortable, enveloppé dans une épaisse couverture en laine, et j'ai laissé échapper un aboiement de rire fort et sincère. C'était un chaos absolu et total. C'était un spectaculaire accident de train enflammé. Pour la première fois en 32 ans, il n'était pas de ma responsabilité d'éteindre le feu. Le contraste était presque cinématographique. Pendant que ma mère faisait probablement une véritable dépression nerveuse dans une bibliothèque sombre et sans électricité, essayant de trouver de la nourriture pour des centaines d'invités d'élite en colère, j'étais assise paisiblement dans le cercle arctique. Regardant la neige tomber doucement par ma fenêtre, sirotant une tasse de chocolat chaud et riche. J'ai finalement décidé d'écouter l'un des messages vocaux. C'était de ma mère. Son accent snob soigneusement construit avait complètement disparu, remplacé par une panique stridente et hyperventilée. « Valérie, s'il te plaît, je t'en supplie. Décroche le téléphone, sanglotait-elle dans le combiné. Tout est ruiné. La nourriture a disparu, les lumières sont éteintes, les fleurs sont mortes et la mère de Nathaniel menace de partir. Nous avons besoin de tes contacts dans l'événementiel. Nous avons besoin de ton aide pour arranger cela. Nous sommes tellement désolés de t'avoir submergé avec la liste des invités. S'il te plaît, appelle juste Morgane et dis-lui de venir nous sauver. Nous paierons n'importe quoi. S'il te plaît, Valérie. » J'ai écouté la supplication désespérée. Une supplication n'est non pas de l'amour ou du manque de ma présence, mais d'une nécessité pure et terrifiante. Il ne voulait pas que je sois là pour célébrer.
Ils voulaient que je sois là pour agir comme un bouclier humain contre leur propre incompétence stupéfiante. J'ai calmement supprimé le message vocal, reposé le téléphone sur la table de nuit et commencé à m'habiller pour mon expédition en raquette de l'après-midi. Que tout brûle. Juste au moment où je lassais mes lourdes bottes imperméables, mon téléphone a de nouveau sonné. C'était un appel entrant direct. J'ai regardé l'identifiant de l'appelant et j'ai fait une pause. C'était mon père, Georges. Mon père n'appelait jamais personne. Il communiquait strictement par des hochements de tête polis, des grognements et l'occasionnel emoji de pouce en l'air. Qu'il décroche réellement le téléphone et initie un appel vocal signifiait que la situation avait officiellement atteint un niveau catastrophique et apocalyptique. J'ai décroché le téléphone, le pressant contre mon oreille. « Bonjour, Georges. » Valérie, sa voix a craqué. Il avait l'air incroyablement vieux, petit et totalement vaincu. « Valérie, s'il te plaît, ne raccroche pas. »« J'écoute, » ai-je dit, ma voix étant complètement dépourvue de l'empressement anxieux habituel que j'avais quand je parlais à mes parents. « Je suis tellement désolé, » a dit mon père, et à mon grand choc, je l'ai entendu pleurer activement. Mon père stoïque et fuyant pleurait. « Je suis si profondément, terriblement désolé. Nous t'avons utilisé. Nous t'avons complètement considéré comme acquise toute ta vie. Ta mère et moi, nous nous sommes tellement habitués à ce que tu sois la forte. Nous sommes devenus avides. Nous voulions le mariage chic pour impressionner ces gens et nous t'avons jeté parce que nous pensions que tu l'accepterais silencieusement comme tu le fais toujours. Et maintenant, sans toi pour maintenir tout ensemble, tout s'effondre. Nous sommes complètement humiliés. » Pendant une brève seconde fugace, l'ancienne culpabilité enracinée a essayé de se frayer un chemin dans ma gorge. Mais le silence majestueux et glacial de la Norvège avait fondamentalement changé mon architecture interne. Avant que je ne puisse répondre, il y a eu un bruit de bousculade bruyant à l'autre bout de la ligne. Brianna lui avait violemment arraché le téléphone. « Val, s'il te plaît » a hurlé Brianna, sa voix complètement hystérique, dépourvue de toute sa grâce nouvellement adoptée de la haute société. « J'ai besoin de ma grande sœur. » Je suis assise par terre dans le noir dans ma robe de mariée, et je fais une crise de panique. Nathaniel est furieux. Ses parents sont embarrassés. Le traiteur est parti. « S'il te plaît, je sais que tu peux arranger ça. Tu arranges toujours tout. Je ferai n'importe quoi. Je te paierai. Je m'excuserai publiquement. S'il te plaît, utilise tes contacts du musée et trouve-nous de la nourriture et des lumières. Rentre à la maison tout de suite. » J'ai fermé les yeux. J'ai imaginé le chaos. J'ai imaginé les cris, les pleurs, les attentes brisées. Et puis j'ai ouvert les yeux et j'ai regardé par l'immense fenêtre la glace bleue, calme et éternelle, du fjord. « Je suis en Norvège, Brianna, » ai-je dit, ma voix aussi calme et claire que l'air arctique. « Il fait un froid glacial ici, mais c'est incroyablement beau. Je porte actuellement de lourdes bottes thermiques et j'ai une excursion en traîneau à chien prévue de partir dans exactement 20 minutes. Annule l'excursion. Appelle un jet privé. » Je m'en fiche, a-t-elle sangloté sauvagement. Non, ai-je répondu fermement, la seule syllabe coupant son hystérie comme une lame de rasoir. Je ne rentre pas à la maison. Je ne suis pas la coordinatrice de ton lieu. Je ne suis pas ta servante, et je ne suis certainement pas ton parachute de secours. Mais mon mariage est ruiné, a-t-elle gémi. Alors tu aurais dû mieux le planifier avec les 15 membres de ton groupe de discussion, ai-je dit. Profite de ton rassemblement microscopique et intime. Je n'ai pas raccroché immédiatement, cependant. Malgré l'intense satisfaction de les entendre enfin admettre ma valeur, j'ai réalisé que j'avais une opportunité. Non pas d'être leur sauveur, mais d'exécuter la manœuvre de pouvoir ultime et indéniable. Je voulais leur montrer, ainsi qu'à la famille arrogante de Nathaniel, exactement à quoi ressemblait une compétence suprême et terrifiante. Et puis je voulais la retirer complètement pour toujours. Arrête de pleurer pendant 5 secondes et écoute-moi très attentivement, Brianna, ai-je ordonné, mon ton sec et autoritaire. Les pleurs se sont instantanément arrêtés. Je vais t'aider, mais je le fais strictement en tant que professionnel à distance. Je te donne exactement 45 minutes de mon temps et ensuite j'éteins ce téléphone pour le reste de la semaine. D'accord, merci, a-t-elle haleté. Premièrement, ai-je dit, tu vas passer le téléphone au riche père de Nathaniel tout de suite.
dis-lui qu'il est sur le point de virer 10 000 € directement sur le compte professionnel de Morgane en tant que frais d'acompte d'urgence non négociable. Morgane interviendra pour gérer la crise du lieu, mais elle ne reçoit pas d'ordre de toi ni de notre mère. C'est elle la patronne. J'ai entendu des chuchotements frénétiques, des bruits de pas, puis une voix masculine profonde et embarrassée à accepter les conditions. Deuxièmement, ai-je continué en ouvrant rapidement mes contacts de messagerie sur mon ordinateur portable avec ma main libre. Parce que je fais réellement bien mon travail, j'ai un contact dans une énorme entreprise de restauration corporative à Boston. Ils ont toujours des fournitures de secours prêtes pour les galas de musée. Je vais les appeler et ils livreront un buffet froid, des sandwichs, des salades et de la charcuterie. Ce ne sera pas du canard sur mesure, mais cela nourrira tes 215 invités pour qu'ils ne meurent pas de faim. Vous paierez leurs frais de prime d'urgence triple sans une seule plainte. Pendant les 45 minutes suivantes, j'ai opéré comme un général de l'armée. J'ai orchestré le traiteur. J'ai dépêché Morgane pour sécuriser des projecteurs d'urgence industriels. Et j'ai forcé la propriétaire de la boutique, via un appel téléphonique agressif, à conduire personnellement jusqu'au lieu et à épingler les robes des demoiselles d'honneur dans le noir. J'ai réparé leur désordre spectaculaire à 4000 miles de distance, entièrement depuis une chaise en bois dans le cercle arctique. Je n'ai pas fait cela par amour. Je l'ai fait pour prouver, sans l'ombre d'un doute, que j'étais la personne la plus capable et la plus puissante de notre famille, et qu'ils avaient été des idiots absolus de me jeter. Lorsque le dernier détail a été réglé, j'ai rappelé Brianna une dernière fois. La nourriture arrive dans 20 minutes. Morgane a les lumières. Va te marier, ai-je dit d'un ton brusque. Valérie, je ne sais pas quoi dire. Merci. Je suis tellement désolé, a-t-elle bégayé. Ne me remercie pas, ai-je répondu, ma voix complètement dépourvue de chaleur. Souviens-toi juste de ce jour. Souviens-toi de ce que tu as ressenti quand tu ne m'avais pas. Bonne vie, Brianna. J'ai raccroché le téléphone. Je l'ai éteint, je l'ai jeté dans ma valise, je l'ai zippé et j'ai franchi la porte pour sortir dans la brillante neige qui tombait. Je suis retourné à Boston une semaine entière plus tard. Je suis descendu de l'avion en me sentant comme une personne entièrement différente. La lourde et étouffante armure de l'obligation familiale que j'avais portée toute ma vie avait été complètement brisée, laissée derrière dans les eaux profondes des fjords norvégiens. J'étais plus légère. J'étais intouchable. Mes parents avaient organisé un brunch post-mariage discret et très gênant chez eux le dimanche de mon retour. Ils m'avaient pratiquement supplié d'y assister par courriel. J'ai décidé d'y aller, non pas pour me réconcilier, mais pour établir officiellement mon nouveau régime. Je suis entré par la porte principale en portant un superbe pull en laine norvégienne artisanale de couleur vive que j'avais acheté à Trom. Je n'ai pas apporté de café. Je n'ai pas proposé d'aider dans la cuisine. Je suis entré directement dans le salon et je me suis assise dans le plus beau fauteuil. La pièce est devenue complètement silencieuse lorsque je suis entré. Les parents de Nathaniel étaient là, l'air profondément mal à l'aise. Ma mère avait l'air épuisée, les cernes sous ses yeux étant visibles même à travers son maquillage épais. Brianna avait l'air terrifiée. Brianna s'est levée instantanément, s'approchant de moi les mains jointes. « Valérie » a-t-elle dit, la voix tremblante. « Je te dois les plus grandes excuses de ma vie. Ce que j'ai fait, ce que nous avons fait était impardonnable. J'étais tellement aveuglé par le fait d'essayer d'être parfaite pour tout le monde que j'ai complètement détruit la seule relation qui comptait vraiment. Tu as sauvé mon mariage depuis l'autre bout du monde après que je t'ai traité comme des ordures. Je suis tellement désolé. » Ma mère a essayé d'intervenir, tentant une dernière et pathétique prise de contrôle. Nous n'avions vraiment pas réalisé à quel point nous avions sincèrement besoin de tes compétences spécifiques, Valérie. Nous pensions te rendre service. Arrête, ai-je dit en levant un seul doigt. Le mot a claqué dans la pièce comme un fouet. La bouche de ma mère s'est refermée d'un coup. Je ne suis pas ici pour écouter des excuses, ai-je dit, ma voix étant calme, ferme et assez forte pour que chaque personne dans la pièce entende. Et je ne suis pas ici pour reprendre mon rôle de concierge de la famille. Vous n'aviez pas juste besoin de mes compétences. Vous aviez besoin que j'absorbe votre stress, que je finance vos erreurs et que je disparaisse discrètement quand je n'étais pas assez esthétique pour vos photos. Cet arrangement est définitivement terminé. J'ai plongé la main dans mon sac et j'ai sorti une épaisse enveloppe de photographies imprimées de mon voyage. Je les ai jetées sur la table basse.
des images de glaciers bleus massifs, de sommets enneigés imposants et de brillantes aurores boréales vertes se sont éparpillées sur le verre. C'est ce que j'ai fait pendant que votre jour parfait partait en fumée, ai-je dit en regardant directement Brianna, et j'en ai adoré chaque seconde. Je me suis levé, lissant mon pull. J'ai officiellement accepté un nouveau poste de directrice de conservation dans un musée à Chicago. Je déménage de mon appartement à la fin du mois. Je ne serai plus disponible pour des appels téléphoniques d'urgence, des prêts financiers ou de la planification d'événements gratuits. Si vous voulez une relation avec moi à l'avenir, ce sera d'égal à égal avec un respect absolu. Si vous ne pouvez pas faire cela, alors vous n'aurez pas le droit de m'avoir dans vos vies du tout. Je n'ai pas attendu leur réponse. Je me suis simplement retourné et j'ai franchi la porte d'entrée, sortant dans le brillant et vif après-midi de Boston. Le processus de guérison ne s'est pas fait du jour au lendemain. Reconstruire ma vie à Chicago a pris du temps. Brianna et moi avons lentement, très prudemment, recommencé à échanger des messages un an plus tard, mais la dynamique a été changée pour toujours. Elle posait des questions sur ma vie, et je ne résolvais jamais ses problèmes. Ma mère a encore du mal à comprendre les nouvelles limites, mais elle sait qu'il ne faut pas les repousser. Parfois, la chose la plus courageuse et la plus affectueuse que vous puissiez faire pour votre famille et pour vous-même est simplement de cesser de vous présenter. Vous devez les laisser affronter les conséquences terrifiantes de leurs propres actions. Vous devez laisser la lourde glace se briser, car votre valeur en tant qu'être humain n'est jamais, au grand jamais, définie par ce que vous êtes prête à sacrifier pour des personnes qui refusent de vous respecter. Votre valeur est définie par votre refus absolu d'être traité avec moins d'égard que ce que vous méritez.